Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le podcast Laurent Pelletier. Laurent est responsable de la relation client pour le groupe Interflora. Bienvenue Laurent. Merci Marine, un plaisir d'échanger avec toi. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, par pur hasard, le groupe Interflora, est-ce que tu peux nous introduire rapidement ce qu'est Interflora ? Pas connaître, normalement, on a une grande chance. La marque est extrêmement connue, on a une notoriété qui est supérieure à 90%. Génial. Ce qui est moins connu, c'est notre organisation et notre taille. On parlera juste après. Notre métier, c'est le cadeau et les produits floraux, bien évidemment. Donc, bien entendu, tu l'auras compris, on essaie de se diversifier dans le cadeau. On est là pour les grandes, les petites occasions, globalement pour le plaisir, dans des moments un peu plus douloureux comme le deuil aussi. En revanche, on est toujours là quand il y a un grand moment d'émotion. Donc, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Le groupe, c'est 7 pays. La France, le Danemark, la Suède, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie. On a une petite business unit aussi qui s'appelle cadeau.com, qui fait du cadeau personnalisé. En termes de taille, on est 240 collaborateurs. Donc, ok. C'est toujours assez étonnant en principe. La particularité, c'est que nous, on est intermédiaire. On n'a pas de franchise ou de réseau en propre. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'avoir un réseau de fleuristes extrêmement puissant, local, avec 6500 fleuristes qui sont partenaires et qui sont indépendants. Vous êtes combien dans l'équipe relation client et est-ce que tu peux nous donner une idée du volume que vous gérez ? Au niveau de la relation client, déjà, c'est extrêmement atypique et la difficulté de la relation client, en tout cas, d'un point de vue customer care pur et vraiment égocentrique, c'est la taille des pics. J'ai connu des pics de Black Friday où on montait x2, x3. Là, on a des pics entre x6 et x8. Donc, on a un nombre de personnes qui est extrêmement différent pour apporter un service qui soit tout le temps le même aux clients. Donc, mes équipes en France, c'est entre 50 et 200 personnes. Donc, il y a un petit peu de variation. Il y a quelques années, je crois que pendant le Covid, on est monté à plus de 300 sur quelques jours pendant la fête des mères. Voilà pour la taille. La particularité aussi de la relation client chez Interflora, c'est qu'on a affaire à des interlocuteurs très différents. On a déjà systématiquement un client, un destinataire, un fleuriste, qui est partenaire et indépendant, donc. Et désormais, puisque c'est ce qu'on observe de plus en plus au niveau de la société, souvent une société de livraison externe qui intervient. Dans ton cas, tu parlais de l'atelier d'Orléans, c'est en grande partie Chronopost, mais ça peut être d'autres marques, Stuart, Pop-Up, les concurrents qui travaillent avec Uber Eats. Donc mes équipes sont en relation avec toutes ces personnes-là. Donc pas mal de ruptures de charge possibles. Ouais, déjà, quand t'es sur le point de vue technique, c'est exactement ça. Quand tu te places du point de vue service client, je pense parcours client, c'est exactement ça. Et ça nécessite aussi d'une adaptabilité qui est forte quand même. Tu parles pas pareil de la même manière, en tout cas, à un client qui est un destinataire et encore plus à un fleuriste qui est un client ou qui est un destinataire. Destinataire, tu prenais l'exemple de ta commande tu as faite il y a quelque temps, t'étais moins satisfaite que ta destinataire. Bah oui, parce que l'a pas payé, le niveau d'exigence c'était pas le même, donc. Tout à fait. Puis c'est stressant. Dans une immense majorité de cas, c'est un événement hyper heureux, donc l'attention est déjà largement appréciée. Oui, compense, on va dire une potentielle, qualité un petit peu moindre. Ouais, je comprends. Ce qui ne nous dit pas, mon cher Laurent, quels sont tes chiffres en termes de volume ? Qu'est-ce que tu gères ? Quels sont les canaux qui sont ouverts ? Dis-moi tout. C'est jaune sur la France. On a 300 à 400 000 tickets par an, à peu près, voilà. Tout pays, on a un peu moins d'1 million. Je dis tickets, peu importe l'outil que vous utilisez, mais omnicanal, quoi, en tout cas. On est assez simple en termes de canaux. On en reparlera un peu après, mais le but du jeu, c'était déjà de bien y répondre avant d'en ouvrir de nouveaux. Donc, téléphone, mail, du chat, un petit peu, plutôt que parcimonie. C'est un canal, je trouve, qui est très, très atypique, pour lequel il n'y a pas beaucoup de conclusions très, très claires et très nettes, même chez des excellents homologues. Et bien entendu, les réseaux sociaux. Nous, on est avant tout une marque de e-commerce, donc ne pas être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Et puis, en plus, on a d'excellents concurrents qui viennent nous challenger sur les réseaux sociaux, les DNVB qui font du super job.
Donc, on est bien présent. Et alors, vous avez amorcé un projet de transformation de la relation client. Est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter en tout cas l'histoire de comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce constat que il fallait transformer la relation client dans le groupe Interflora? Je peux déjà remercier mes prédécesseurs, ça c'est sûr. Ils ont fait un super job de transformer un petit peu la relation client. Évidemment, c'est quelque chose qui est impulsé par mon DG. Il est arrivé il y a un peu plus de 10 ans et on était très loin en termes d'attente du client. Ok. Je prends une anecdote qui nous fait sourire, mais c'est aussi ça la vraie vie. Il y a plus de 10 ans de ça, la fête des mères, donc pour ceux qui s'y situent pas, c'est fin mai, début juin. Ouais. Gentil rappel. Exactement. Oui, j'appelais même pas au commerce. C'était vraiment un cas Non, très gentil pour le coup. Et du coup, on répondait à certains emails de réclamation en septembre-octobre. Il y a plus de 10 ans de ça. Donc voilà. Alors il y a 10 ans de ça, on n'était pas dans l'instantanéité comme aujourd'hui, mais on n'était pas. Quand même quoi. On dépassait pas la semaine au pire du pire du pire. Donc voilà où on était. On le redit, on est transparent là-dessus parce que oui, c'est pas quelque chose dont on est fier, mais ça fait partie de notre histoire. Et puis l'important c'est d'en avoir conscience. Donc ouais, cette prise de conscience, elle s'est fait progressivement. On s'est fait aider. Ouais, j'ai eu 2 prédécesseurs qui ont fait du super job, qui ont réussi à installer déjà un point clé de la transfo dont on reparle un peu après, mais qui est l'externalisation. Nous, ça nous a vraiment permis de mieux gérer. Et quand tu comprends notre modèle en gestion de pics, avec tes pics, oui, c'était pas. C'est inimaginable. Pendant un moment, en fait, toute l'entreprise était dédiée à essayer de faire de la relation client, alors que non. Oui, on est un maillon essentiel de la chaîne, mais on n'est pas une boîte de relations clients. Sinon, je m'appellerais Téléperformance ou etc. Bien Mais sûr. voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment été un des éléments clés et merci à mes prédécesseurs d'avoir fait ça. Et après, l'idée, c'était d'être d'accord sur le constat. Je pense que ça a été un peu dur de se dire, là, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau par rapport à là où on a envie d'être et par rapport au service qu'on apporte. On est leader. On a un NPS qui a plus de 40 sur tous nos pays, sans qu'on cherche absolument à faire en sorte que le NPS soit beau, entre guillemets. Donc, l'idée, c'était de se dire, voilà les attentes des clients. Il y a plein d'études qui expliquent où elles sont. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y a 4 ans, on a fait ce constat-là, que j'ai partagé, à mon comité de direction. Il y a 2-3 interlocuteurs clés de la boîte. En se disant, voilà, on décroche 3 appels sur 4 aujourd'hui globalement parce que on n'arrive pas à gérer bien nos pics. On répond à nos emails en 3 jours en moyenne. Le taux de réclamation, on le suit partiellement. On se mesure pas assez chacune des satisfactions, enfin en tout cas chacune des émotions qu'on peut avoir après un contact avec nos équipes. Donc on a mis ça en place tout doucement et progressivement. On pense que ça a plutôt bien fonctionné à date. L'idée, je pense, le plus dur, ça a été de se faire ce constat un peu froid, un peu dur, d'autocritique, de se dire là on n'y est pas. Donc c'est un peu plus facile pour moi, je venais de l'extérieur, mais je trouve que les équipes ont fait un boulot phénoménal d'accepter ça, quoi. Et donc du coup depuis 3 ans vous transformez le centre de relations clients. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, au-delà de ce constat, en tout cas de se dire ok, c'est pas cool, mais voilà où nous en sommes, voilà où nous voudrions aller, quelle est l'étape 1 de ta transfo? Le premier point, ça a été largement aidé entre guillemets je suis arrivé quelques jours avant le début du Covid, moi. Ok. Pas le début, en tout cas de l'officialisation que tout était fermé, etc. Donc, on a eu des périodes extrêmement atypiques. Pour la petite histoire, mon premier jour, j'ai mis au chômage partiel toutes mes équipes. Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que dès qu'il y avait des ruptures de charge, comme tu en parlais tout à l'heure, mais là encore plus fort, c'est totalement incertaine et non prévisible, on n'arrivait pas à tenir. Donc, on a eu une première étape vraiment assez simple de se dire, en fait, on va reprendre les basiques et on va s'assurer d'avoir des fondations qui soient solides. Ok. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous a largement aidé. Et ça passe par quoi, du coup, de fixer les basiques en relation client? Qu'est-ce que tu as fait? On a un partenaire externe qu'on utilisait partiellement avec une façon de concevoir le partenariat qui est, je pense, plutôt en ancienne école donneur d'ordre sous-traitant, qui est encore largement le terme utilisé dans le métier. Alors c'est bien mignon de dire on veut une relation partenariale, après il faut arriver à le faire. Ça a nécessité pas mal d'autocritique de notre part aussi, de se dire voilà, il y a ces choses-là où on n'a pas été bon. J'ai eu la chance d'avoir des gens en face de moi, je pense, un, extrêmement compétent et deux, plutôt dans de ce mindset-là. Donc on s'est vraiment appuyé sur le partenaire. Et on l'a fait en fait à peu près pour tout, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire la même chose avec notre outil multicanal, plutôt de se dire on va tout changer. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on l'exploite à fond? Et c'était le cas nulle part en fait. Donc ça nous a permis de gagner un petit peu. Et après, reprendre des choses simples comme est-ce qu'on a un bon modèle prévisionnel? Non. Est-ce qu'en fait c'est pas un autre problème dans la boîte? Si. Donc on a réussi point par point, donc faire un capacitaire correct, s'appuyer sur l'externalisation de manière saine, j'ai envie de dire, adapter, donner de la visibilité à nos partenaires et faire la même chose à peu près sur toutes les choses. Okay.
mettre en place des mesures. C'était assez compliqué, je pense, au début qu'il y a eu une orientation très data qui est venue d'un coup. Mais c'était le corollaire, en fait, de se faire cette autocritique, de se dire, bah, en fait, là, on n'y est pas. C'était aussi d'assumer que, à date, on était un centre de coût. Ça, je pense que c'est un peu dur, et même pour moi, c'était un peu dur de me dire, je suis patron d'un centre de coût, quoi. Même si on le sait conceptuellement. Mais en fait, l'assumer et embrasser comme globalement cette gestion-là, ça veut dire mettre en place des indicateurs hyper financiers, quoi. De coûts à la commande, de coûts au contact, peu importe, on l'assume. Et par contre, l'étape d'après, c'était de se dire, bah oui, à un moment ou à un autre, on va économiser, parce qu'on aura réussi à avoir des fondations solides, et on pourra réinvestir tout ou partie de cet argent-là ailleurs, sur des choses un peu plus qualitatives, remettre plus de relations, de l'accessibilité aussi, on en parlait tout à l'heure. Voilà un peu les fixes de basique qu'on a eu. Ok, donc accessibilité, effectivement, ce que tu disais. Quid de la formation? Est-ce que ça fait partie des basiques? Oui, on avait, je crois, entre une demi-heure et une heure, je crois, de formation continue par an, par collaborateur. Donc c'est pas énorme. Ouais, donc on en a mis un peu plus, mais par mois. Donc on a multiplié, je crois, par je sais même pas combien, 12 ou 20 les formations pour commencer à accompagner ce changement-là. On a commencé des périodes de changement importantes qui s'inscrivent dans une transfo qui est globale et qui est en vrai loin d'être finie. Oui, bien sûr. Bah, après, effectivement, on n'est pas à la fin du projet de transfo chez Interflora. On pourra peut-être refaire un autre épisode quand la boucle sera bouclée. En tout cas, là, étape 1, fixer les basiques. Et tu me disais que pour toi, cette première étape, elle a été récompensée, si je puis dire, par l'obtention du prix élu service client de l'année, bah là, récemment, sur 2024. Pour toi, c'est vraiment cette première étape qui a été récompensée, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été récompensés? En vrai, ouais, c'est assez holistique quand même. Ouais, et tout à fait. C'est juste une récompense. Et faut être honnête sur la façon. C'est super, mais c'est juste une récompense. Mais il y a plein d'autres choses qu'on a eu qui prouvaient bien avant l'obtention de ce prix, on était sur la bonne voie. Et la crédibilité qu'on a acquis en interne dès qu'il y a un projet qui se lance, je pense que c'est le meilleur traceur. Alors il n'y a pas de prix derrière. Mais la DSI, le market lance plus un produit sans demander l'avis du service client, et en fait ça c'est pour les équipes, c'est la récompense, je pense, largement supérieure à ECDR. Mais ça, du coup, tu as dû bosser c'est vous qui avez bossé sur la partie culture client de la boîte. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que toi, tu fais la transfo de la relation client, mais qui fait la transfo de l'entreprise pour qu'elle soit orientée client? On est 240 sur tout le groupe, donc en vrai, déjà tout le monde. Après tout le monde, tu veux dire, ça peut être personne aussi, mais on est aidé par une personne qui bosse super bien, qui a la CX et au marketing, Customer Experience, donc c'est un appui supplémentaire dans une autre direction, donc ça c'est quand même toujours hyper utile. Et puis la culture client, c'est plus facile quand on voit que ça ramène de la fidélisation et directement de l'argent, en fait. Donc quand on peut mesurer. Exactement. C'est cette culture de la data qui nous a permis de montrer que notre métier, en fait, non seulement il est utile conceptuellement, mais en fait, c'est un investissement. Par contre, c'est un investissement. Et je trouve ça sain, tu vois, d'être passé par cette étape où, en fait, tu regardes un peu des trucs un peu sales, quoi. Enfin, c'est les chiffres pas sexy. Mais en même temps, bah, c'est ce que tu vas montrer à chaque fois que tu vas remonter en codir pour défendre des nouveaux projets. Donc bon, même si c'est pas sexy, c'est la vie, tu vois. Donc bon, on ne peut pas contourner cet aspect-là. On en rigole souvent avec des homologues. Notre métier, je sais pas si c'est pas un résumé de comment parler à un DAF, en fait. Hein. Ouais. Et alors j'adore ma DAF, j'en avais une autre avant aussi que j'adorais, mais personne n'a envie de passer sa vie avec un contrôleur de gestion. En revanche, c'est indispensable. Quand ton contrôleur de gestion a compris, s'il te laisse quelques mois, quelques semaines, il va pouvoir récupérer non pas 1 euro, mais potentiellement 2 euros. En principe, ça se passe plutôt bien. Et bon, il faut bien évidemment des résultats, mais il faut faire l'exercice de preuve. Et tout à fait. C'est comme ça. Et tu vois, je me demande quand même, je reviens par rapport à élu service client de l'année. Alors, au-delà de ce prix-là, en fait, je dis, est-ce que ça vous a aidé, notamment sur l'étape 1, les basiques, à vous fixer une ligne directrice et à identifier des axes d'amélioration, tu vois, un peu à contribuer à cet audit interne, se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit améliorer, ce sur quoi on est déjà bon? Je pense que ça nous a permis, ça c'est quand même un des vrais avantages du concours, il permet de te comparer. Ouais. Et oui, on a appris des choses. Pour la petite histoire, nous on l'a pas gagné la première année quand je suis arrivé. Hein. On l'a fait l'année d'avant. Alors on l'a pas gagné, on a fait deuxième. Le premier a pas gagné. Bon, ok. Je suis même pas sûr que j'ai le droit vraiment de dire ça d'ailleurs. Pourquoi? Au pire, Clément Benania me tirera les oreilles si j'ai pas le droit de parler de ça. Mais en tout cas, ça nous a appris des choses, de se dire bah tiens là on n'est pas bon. Ok. On avait des contraintes budgétaires à ce moment-là qui faisaient que je pense qu'on pouvait pas matcher nos ambitions aussi. Moi j'avais pas su être assez, je pense, inventif pour le faire. Et oui, on a appris des choses. Ça permet de te resituer aussi par rapport à la concurrence.
Je pense que on n'avait pas encore complètement réalisé que on était pendant un bon moment devant, mais que les autres avaient vraiment bien bossé aussi. Ok. Donc ça nous a fait vraiment du bien, je pense. De voir aussi par rapport aux lauréats, parce que c'est bien sympa de se regarder sur son secteur d'activité, mais tu vois des marques, Total Energy sont toujours en haut, Toyota toujours en haut, LDLC j'en parle même pas. T'as des marques qui sont vraiment presque inspirantes, même si ce mot est souvent galvaudé. Donc oui, le concours nous a fait vraiment du bien pour se resituer. Et il a vraiment servi pour les équipes, c'était génial. Ça a permis de voir que tout ce que je leur disais depuis quelque temps, c'était aussi confirmé par un organisme extérieur, qu'on n'était pas très loin, qu'on était sur la bonne voie. Ça a permis de voir toutes ces petites choses, et puis de voir aussi, tu l'as dit tout à l'heure, de faire en sorte que ce projet-là, la première année où moi, en tout cas, je l'ai perdu, c'était un projet qui était très service client. Et je pense que la deuxième année, on y allait en boîte, en fait. Et ça fait une différence phénoménale. Il y a un canal de contact, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on a complètement changé depuis. Ok, intéressant. La gestion, parce que on avait tous envie de le gagner, en fait. Étape 2 de la transfo, si je spoil un peu, je dirais c'est là où vous en êtes aujourd'hui, donc c'est élever le niveau. Est-ce que tu peux me parler de cette étape numéro 2 ? Après avoir fixé les basiques, on élève le niveau, et concrètement, ça veut dire quoi ? L'idée, en plus, c'est rejoint par un autre projet qui est d'européaniser et de globalement de faire bénéficier les autres pays des bonnes pratiques qu'on a eues en France. Là, on arrive à un niveau où l'accessibilité est bonne. On est au moins au niveau des standards du secteur et je pense quasiment au niveau des attentes des clients. Et là, l'idée, ça va être de se dire, oui, si on veut aller un peu plus loin, là, on s'est clairement dit que nous, on avait atteint notre plafond de verre, ou pas très loin, quoi, en tout cas. On l'apercevait à minima. Donc là, on a changé nos partenaires, on est en train de changer de logiciel de gestion. On fait des projets qui sont assez un peu plus lourds, quoi, en tout cas. Oui, alors que la première étape, tu voulais pas toucher aux outils et aux partenaires, tu voulais les optimiser, voir s'ils étaient bien utilisés. Là, du coup, tu passes à une autre étape où tu changes certains prestats. Ouais, tout à fait. On a changé notre partenaire avec qui on bossait en France. Après, franchement, ça s'est pas joué à grand chose au final. Finir deuxième sur un appel d'offres, t'as perdu, mais même si et le niveau de compétition était incroyable. Je le redis à tous mes homologues, je me permets de le dire là, mais on a des partenaires, outsourceurs qui bossent tellement bien, et je pense que le secteur d'activité tellement dur. Ouais, et puis ils se sont vraiment réinventés, je trouve, en quelques années. Ils proposent des services qui sont super, et puis c'est 100% leur métier, donc ils le font très très bien. C'est vraiment un truc qui t'amène à avoir pas mal d'humilité, je pense, en tout cas pour nous, les donneurs d'ordre, entre guillemets. On change de partenaire, là on est en train, on l'a fait depuis début janvier en France, décembre en Espagne, donc on a trouvé une boîte avec qui ça match bien sur le concept, et qui a envie de bosser de façon un peu plus atypique et transparente avec nous. Donc ça nous laisse augurer de belles choses pour le futur. Et après, le logiciel omnicanal, l'idée c'était d'avoir quelque chose de vraiment omnicanal et qui soit beaucoup plus facilement reliable à de la data chez nous. Ok. Pour peu sortir de cette approche data, on va dire on dit un peu sale, mais même si on embrasse très fort ta DAF, pour une approche un peu plus centrée client, quoi. Tout à fait. Il y en a quelques-uns, il y a quelques belles boîtes qui arrivent à faire ça. Je sais que Jean-Marc Penelot de La Redoute, il le fait super bien. Je crois qu'il y en a un ou deux autres qui le font, mais assez peu au final quand tu regardes, parce qu'on a souvent des problèmes de data et de liaison. Mais le sujet, il est juste d'être autour de chaque contact avec mon centre de relations clients amène X% de fidélisation en plus. Donc ce logiciel de gestion, enfin de flux, de canaux, j'appelle ça un logiciel de tuyaux, quoi, globalement, ça m'amène un contact, et après c'est à moi de transformer avec le client, quoi. Il va nous amener et nous permettre d'avoir ça, d'avoir enfin, est-ce que vraiment on fidélise ou pas. On retravaillera nos process derrière en fonction de. Vous en êtes là à l'heure actuelle selon toi? Et tu me disais, tu penses donc ça fait 3 ans que vous avez commencé, donc ça veut dire qu'en gros, il a fallu, et c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais 3 ans du coup pour faire étape 1, et on va dire être au cœur de l'étape 2. Et tu me disais, tu penses qu'il vous reste encore 2 ans pour aller là où vous avez envie d'être. Donc, je pense, ouais. Déjà, ce qu'il faut du temps humain. Bien sûr. Il faut du temps humain d'acceptation. Moi, j'ai de la chance. J'ai des équipes, je pense qu'il leur a fallu 2 ans et demi pour accepter un petit peu tout ce que je leur racontais. Ils ont su se remettre en question. On a des équipes assez géniales. Nos équipes de back-office, ils ont accepté de reprendre le téléphone. Je sais que c'est une grande tendance que plein de services clients partagent, mais humainement, c'est quand même assez dur. T'as une partie des équipes qui sont allées au back-office parce qu'elles voulaient plus répondre aux appels entrants, quoi.
Et nous, on arrive avec des gros sabots et on leur dit, en fait, le canal préférentiel du client, à part le face-à-face, ça reste le téléphone. Donc, c'est pas possible d'être que sur des emails. Donc, elles ont su le faire, elles l'ont accepté, ça s'est très bien passé. On a eu des discussions, je pense, animées pendant un moment, mais hyper intéressantes, qui nous ont permis aujourd'hui, de faire en sorte, on a une polyvalence complète, nos équipes. Et ça amène quand même déjà un peu plus de liens, de logique entre toutes les équipes, et surtout, pour nous, ça nous a amené pas mal d'efficacité, qu'on réinvestit pour une immense partie, dans un peu plus de satisfaction client, quoi. Ok. Donc du coup, chaque collaborateur peut prendre n'importe quel type d'appel ou gérer n'importe quel type de request, quoi. Exactement. Il y a du sortant ou pas? Assez peu chez nous. Okay. Assez peu. On fait pas de télévente à l'ancienne, nous. Un tout petit peu, on fait de la prise de commande, globalement. On le fait surtout sur de l'accompagnement, sur de la niche. On a une petite activité B2B qui est intéressante. On a une cellule avec un langage spécifique pour le deuil. Oui, parce que j'allais te dire, je voulais parler de la mesure et en même temps, je dis, est-ce que tu es capable de différencier sur des commandes parce que je pense qu'on peut suivre parce qu'on demande un peu pour joindre par exemple une carte ou mettre un petit mot, donc peut-être que tu peux analyser les verbatims et qu'effectivement m'envoyer une enquête de SAT quand j'ai souhaité bon anniversaire à ma grand-mère versus m'envoyer une enquête de SAT quand je présente mes condoléances, il y a peut-être un moment où c'est pas pertinent, quoi. Loin de moi l'idée de te dire qu'on est toujours pertinent. Puis en plus nous on est zoomé là-dessus sur les choses qui vont pas. Mais on essaie de le faire de plus en plus. Et quand je reviens au projet de transfo et globalement de comment on fait pour mettre les tâches supplémentaires dans la fusée là, l'outil qu'on a choisi va nous permettre d'avoir une bien meilleure visibilité là-dessus pour mes équipes. Pour la petite histoire, mes équipes, leur logiciel de gestion, ils ont un historique à 6 mois. Marine, tu me dis, t'as commandé 2 ou 3 fois en quelques années. Ouais. Ça veut dire que jusqu'à il y a 3 semaines, je savais même pas que t'avais déjà commandé chez nous. Je sais pas, c'est quoi le repeat un client, il commande combien de fois en une année? Je vais te faire ma réponse de directeur marketing, pas assez. Mais on a un repeat qui est assez bas, ce qui est l'avantage. L'avantage, c'est que on est une super boîte d'acquisition. En revanche, on a un repeat qui est vraiment trop bas et en fait, tu peux le remettre sur le secteur de la livraison de fleurs. C'est un secteur qui est assez peu digitalisé par rapport aux autres secteurs d'activité. Donc ça devrait évoluer au fil de l'eau, mais l'achat pour soi, la plupart des gens vont en bas de chez eux, au marché, etc. Oui. Donc on ne passe pas directement par du digital. Tandis que, on a un micro en face de nous. Je pense qu'il y a 2% de la population qui va le chercher en bas de chez lui, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher nos fleurs en bas de chez nous et qu'on les commande pas sur Internet quand j'ai envie d'avoir des fleurs chez moi, tu vois, genre j'en ai acheté hier pour chez moi, oui, je les ai achetées en bas de chez moi, mais parce que je les ai vues et que du coup j'y ai pensé, je dis je suis contente. Et tu as la réponse à la question de l'attente numéro 1 du consommateur, et c'est là où ça fait un lien juste génial et magnifique avec notre métier. C'est que le client, il a besoin d'être rassuré, machin. Il a peur du produit qui va être livré, est-ce que ça va être le bon? On a parlé de deuil tout à l'heure. Deuil, traditionnellement, en France, on envoie des belles pièces de composition, en plus où il y a du travail manuel dedans. Ça, c'est des choses où on sait qu'on va devoir aller sur donner encore plus de réassurance au client. Tu me parlais du suivi de commande. Comment on fait en sorte pour que le client, il soit à tout moment extrêmement serein sur à quelle heure ça va arriver, c'est quoi la photo qui va arriver. Ça, c'est des choses qu'on doit arriver à mettre en place, qui prennent encore un peu de temps. Et la transformation ne se fait pas qu'au service relation client. Moi, j'ai appelé la personne avant qu'elle soit livrée. Genre, c'était marqué livré, tu sais, puis j'appelle, je dis, je dis alors, du coup, t'as reçu quelque chose? Non, pas encore. Et puis, en fait, 20 minutes après, elle avait reçu le colis, tu vois. C'est une de nos grandes problématiques. Tu parlais de rupture de chaîne de valeur tout à l'heure. On a des partenaires fleuristes où c'est atypique. C'est des artisans déjà de 1. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier. C'est les petites structures. C'est moins de 2 employés par boutique. C'est des chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires moyen d'un fleuriste, c'est moins de 200 000 euros par an. Wow. Donc c'est petit. Et ça veut concrètement dire pas mal de choses. Ça veut concrètement dire que quand il va livrer ta grand-mère, je sais pas où elle est, bien paumé. Voilà. Quand je me tape des frais de livraison à 20 balles, je sais pourquoi ils sont à 20 balles. Je dis en même temps, je pense que même moi j'irai pas. Donc potentiellement, un fleuriste, il va prendre une bonne grosse demi-heure pour aller livrer. Et vu qu'il a moins de 2 employés par boutique, il ferme le magasin. Ça, c'est vraiment des choses assez concrètes que moi j'avais pas intégrées. Je suis pas sûr que notre très cher partenaire fleuriste me dirait que j'ai peut-être pas encore suffisamment intégré d'ailleurs. Mais ça, c'est les contrats techniques qu'on a, qui d'ailleurs sont pas le sujet de nos clients. Nos clients, eux, ils ont l'habitude de Uber Eats, Amazon, où ils voient sur une petite map dans combien de minutes, à 15 secondes près, le livreur va arriver. Donc, et depuis le début, tu vois, on parle des clients Marine Deck qui commandent son bouquet de fleurs, mais du coup, avec les fleuristes, comment tu les as intégrés dans le projet de transfo? Est-ce qu'ils ont un canal qui leur est dédié, une ligne qui leur est dédiée? Comment tu les gères?
Ils ont une ligne dédiée. Pendant le Covid, on a vraiment, nous, des pics d'activité assez énormes et qu'on n'arrivait pas à prédire. Donc à un moment, tu vois, en exemple d'orientation pure fleuriste qu'on a pu prendre pendant un moment, c'était de se dire, en fait, de toute façon, là, on sait pas du tout ce qui va se passer côté client, mais par contre, nos partenaires fleuristes, ils viennent de jeter, je sais pas combien de milliers d'euros de fleurs, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Les fleuristes ont été fermés le samedi soir, dimanche, ils pouvaient pas réouvrir, et ça a duré un mois. Les fleurs, ça dure pas un mois. Donc, ils ont jeté je sais pas combien d'euros de cam. Et concrètement, ça veut dire que, il fallait qu'on soit là pour eux. Donc, on l'a été, on a augmenter l'accessibilité côté fleuriste, c'est plus de combien de points. Je crois qu'ils avaient jamais fait 80% d'accessibilité. On s'est mis à 95% depuis le début, à peu de choses près. Donc ça, c'est un premier point. On a un canal qui est dédié pour eux sur le chat. On va faire, je pense, d'autres choses là avec notre prochain outil. On va avoir des initiatives au Danemark, par exemple. Ils veulent se lancer sur Slack. Il y a des petits trucs assez sympas qui existent. Le but du jeu, c'est vraiment d'être présent pour eux sur ces moments-là de livraison. On a étendu les horaires du service. On fermait à 18h30. Alors que nos fleuristes, ils livrent jusqu'à 20h. Si tu trouves pas l'adresse de la grand-mère de Marine parce qu'elle est complètement perdue, en fait, nous, on sera là pour faire le lien. On a été aussi plus transparent, tu vois, tout à l'heure, j'en parlais avec mes partenaires, mais partenaires fleuristes également. C'est-à-dire qu'avant, on se refusait pour des raisons qui étaient plutôt conceptuelles de leur donner le numéro de Marine. Désormais, on lui donne le numéro de Marine. Si tu veux contacter Marine, pas de problème. Okay. On a un contrat, de toute façon, on sait que tu vas pas démarcher commercial. Et on te fait confiance, en fait. Sur la teneur des propos que tu vas lui tenir, sur le fait que tu vas pas appeler Marine pour dire, c'est commandé du mimosa, finalement, autre chose. Ce qui nous amène à notre étape 3, du coup, le futur centré sur la valeur. Donc, concrètement, c'est quoi ta roadmap sur les 2 prochaines années? 1, digérer sur tous les pays le lancement de notre nouveau partenaire. Digérer, l'accessibilité, elle est excellente. Puis quand on met en place notre nouveau partenaire, on est extrêmement ravis de l'accessibilité qu'on a. Je suis plutôt vers à moitié vide, donc quand j'utilise ce genre de registre lexical, c'est que je suis vraiment content. Après, on doit encore cranter au niveau qualité. Donc ça, c'est vraiment le sujet. La chance qu'on a, c'est qu'on bosse avec des gens qui bossent pas mal, donc ça va de plus en plus vite. Mais ça, c'est vraiment le premier sujet, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte qu'on soit extrêmement exigeant sur notre niveau qualité, que la note de satis qu'on mesure post-contact, elle continue d'être aussi élevée. Nous, on met une petite note sur 5 qui oscille entre 4,2 et 4,8, on va dire, selon les opérateurs, entre guillemets, qu'on appelle chargé de relations clients d'ailleurs chez nous, qu'on arrive tout le temps à 4,8, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est le premier truc. Et après, on lance notre nouveau logiciel de omnicanal là dans un mois sur 4 pays. Ça, je pense que ça va bien nous prendre 1 an et demi pour arriver à avoir toute la dimension de ce qu'on veut. Par contre, je sais déjà qu'en septembre, je vais avoir une nouvelle étape qui va être juste une révolution pour nous. Nos clients, ils vont arrêter de voir l'historique de Marine sur 6 mois. Ils vont voir depuis Marine, elle a commandé chez nous. C'est un projet qui est tout pays, qui va juste révolutionner la façon dont on va travailler. Parce que je vais arrêter de regarder moi des retours sur investissement avec ma très chère DAF à 6 mois, 1 an. Mais je vais me projeter à 2-3 ans. Donc pour nous, service client, c'est... Ah, mais ça va tout changer, du coup. Ouais, et c'est pour ça qu'on a fait ces gros changements là, et qu'on est en train de les faire. Prendre de la data, mais on va dire changer un peu le regard et la vision et porter le regard un petit peu plus loin. Ouais, plus sur la valeur à vie du client, la customer lifetime value, effectivement, dont on parlait. Donc ça, c'était 3 étapes, les basiques, élever le niveau et ensuite avoir une approche qui soit centrée sur la valeur vie du client. Toi, du coup, la conclusion anticipée, on va dire, de ce projet de transfo, déjà, quels sont les grands apprentissages? Si tu devais donner peut-être 1 ou 2 conseils à nos auditeurs, quels seraient-ils? Je te laisse nous nourrir de ta sagesse. La transparence, vraiment la transparence et la simplicité, c'est-à-dire que nous on a quand même, je pense, pas mal secoué les équipes, ça a été délicat, mais on en avait besoin. On peut pas être satisfait de répondre à un client en 3-4 jours, et en fait ça, il y avait besoin d'un changement de culture profond pour l'intégrer. T'as eu beaucoup de déperditions sur les équipes sur ce changement de prisme? En toute transparence, oui, et par contre, assez peu pour des personnes qui matchaient nos attentes. Qui matchaient nos attentes, mais pas forcément Interflora, je veux dire, qui matchaient les attentes des clients, je me suis mis de ce côté-là, mais il y a vraiment des gens qui comprenaient pas pourquoi un client, quand il paye un bouquet 40, 50, 60 euros, il a des exigences qui sont élevées. Donc, il a fallu reparler client pendant un bon moment. Donc, oui, on a eu des déperditions avec lesquelles on a su composer. Donc, ouais, transparence. On a fait des partages de coûts, de façon de fonctionner, de notes entre internes, externes, avec les équipes qui sont, je pense, qui existent dans peu de boîtes. On est intervenu avec ma DRH, mon DG, le directeur du réseau, pour partager tout ça. Et te partager tout ça auprès de qui? Auprès des chargés de relations clients. Okay. Leur dire, voilà où on en est, voilà, là on n'est pas content, parce que le client, vous le voyez, on a beau bosser super bien, mais en fait, on n'arrive pas suffisamment à rattraper le retard qu'on avait pris. Ok, donc tout le monde vient prendre la parole pour expliquer. Ok.
tout le monde vient faire de la double écoute, ça a été les basiques qu'on a su faire. Tout le monde se réintéresse un peu au sujet. Et puis, après, il y a le temps. Hein. Il faut du temps. Votre crédibilité, vous la gagnez pas tout de suite. Tu parlais de preuves tout à l'heure. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a, je pense, réussi à faire changer un peu le prisme de la relation client au global et la relation client au sein du microcosme Interflora. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, maintenant, une remontée d'un chargé de relation client, elle est lue, et on y répond et on la traite selon une priorité. On est orienté data, donc ça sera toujours comme ça qu'on prendra nos décisions. Mais elles sont attendues. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui a fait du bien à nos équipes. Cette transparence et cette notion de résultat, en fait. Il nous faut des résultats. Donc, ouais, je pense que ce seraient mes 2 principaux conseils et le pouvoir du management, en fait. Hein. Sans mes managers, tu parlais de déperdition, je pensais surtout à mes managers. En fait, c'était ça où c'était le plus dur. Au début, j'ai eu à composer avec beaucoup on a toujours fait comme ça quand on parlait de sens. Donc, tu sais que tu tiens ta première optimisation quand t'entends ce genre de truc. Mais c'était assez dur parce que là, pour le coup, je suis arrivé en rupture complète et je délègue beaucoup, je responsabilise beaucoup. Dans ma façon naturelle, et franchement je mets pas de mérite à ça, c'est juste mon style naturel de management, mais c'était pas forcément le cas de mes prédécesseurs qui étaient largement aussi compétents que moi, mais qui étaient dans un style beaucoup plus je pense de contrôle, donc qui était je pense plus adapté d'ailleurs par rapport aux personnes qu'ils avaient. Donc au niveau du management, on a changé une bonne partie des équipes et on a créé un poste de responsable de la performance qui nous aide sur à peu près tout. Tous les projets que j'ai cités jusqu'à présent, c'est une personne qui vient, qui a fait je crois 6 ou 7 différentes entreprises, toujours dans les services clients, qui a su nous aider à reprendre à la hauteur. Ok, et justement du coup j'aimerais bien qu'on fasse avant de passer à la conclusion de l'épisode, mais d'avoir un peu un overview finalement de l'organisation chez Interflora au sein du groupe de la relation et de l'expérience client. Donc toi, du coup, tu es sur la relation client. Là, tu parlais de la personne qui est responsable de la qualité, c'est ça? Ouais. Quels sont tes autres interlocuteurs CX, RC, quoi? Alors, moi, j'ai une organisation assez simple sur la partie France, qui est des responsables d'équipe qui encadrent d'ailleurs, ça reste toujours intéressant de parler de ratio d'encadrement. Là, on est assez bas, on doit être à 7 ou 8 personnes. Dans l'historique, je pense qu'on est monté entre 12 et 15. Donc, une partie assez centre de production. Ce qui est à noter vraiment dans l'organisation, c'est que on a un parcours professionnel au sein des équipes et les chargés de relations clients ont les possibilités de contribuer très fortement à l'amélioration et à la transformation du service. Et c'est ce dont on va parler dans l'épisode de Coup de Boost. Du coup, je spoil un peu, mais effectivement, c'est ce dont on va parler. Exactement. Donc voilà. Et après, on a une équipe support qui est encadrée par la personne on a créé le poste il y a 2 ans et demi, 3 ans, je pense, qui, elle, encadre la qualité et la formation, quelqu'un qui s'occupe de notre partenaire de l'outsourcing, quoi, en vulgarisant, et d'une personne qui est responsable des outils. Ouais, des outils principalement. Avant, on avait vraiment un sujet planification, mais désormais, c'est tout outillé. Donc, outils, qualité, formation et outsourcing. Ok. Voilà. Et après, moi, avec mon autre casquette européenne, je chapeaute les différents services clients et j'encadre en arrière. Et c'est des organisations similaires sur les autres pays? Plus petites en taille, mais ouais, c'est extrêmement similaire, avec quasiment pas ou très 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 peu de support. T'as des programmes d'animation sur les autres pays, tu sais, un peu pour que du coup vous remontiez, parce que chacun, de ce que j'ai entendu, vous mettez aussi en place vos propres POC. Tu parlais de Slack par exemple au Danemark, sauf erreur de ma part. Est-ce que du coup vous avez vous êtes créé un peu une communauté avec des rituels sur lesquels vous remontez les pratiques, ce qui est testé, ce qui est en cours de test, ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Ouais. Oui, évidemment. En plus, c'est mon job, donc j'essaie de le faire correctement. Donc, au cas où je te donnais des tips pour ton job, tu vois. J'ai vu. Alors déjà, je prends toujours, mais tout le temps. Ouais, on se voit mensuellement sur un truc un peu formel, comme tu le disais, où on partage rapidement nos chiffres et surtout on parle de voici ce que j'ai testé ce mois-ci, voici où j'en suis. Là, elle est récente aussi, cette communauté, entre guillemets. Moi, j'ai pris cette responsabilité-là de manière officielle depuis fin d'année dernière. Okay. Donc, on va avoir avec du recul. Et ça sera aidé par le moment où on aura implémenté notre nouveau logiciel. Ce sera plus facile de se comparer quand on aura les mêmes chiffres. Et après, en parallèle, on se lance un projet de refonte de toutes nos procédures. À l'européenne. Je pense que vous en avez, parce que on en parlera dans le prochain épisode, mais tu as des leaders, des sponsors de la relation client, tu sais, qui redescendent finalement sur les autres pays. C'est ce que font mes homologues dans des organisations plus courtes. Oui.
tu vois, on est 7 pays, on est 240. En France, on est 120. Donc, je te laisse imaginer la taille des autres pays. Je veux dire, on n'est pas Total Energy, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et tu parles de comité d'animation, mais moi, potentiellement, comité d'animation avec mon e-commerce, ça va être, je vais boire un café avec mon directeur e-commerce et on a déjà fait une bonne première partie du truc. Et c'est encore plus le cas dans les autres pays, petits pays où on parle d'organisation où ils sont 20 ou 30. Je vais même régler les points. C'est en termes de ramification et tout, parce que t'es quand même, c'est quand même hyper simplifié. Top. Ouais. Eh ben, c'est une des croyances qu'on a de rester. Vous voulez rester comme ça? Ouais. Ok. Donc le chiffre monte, mais du coup, on reste toujours 240, les gars. je nous souhaite largement de multiplier par 10 nos effectifs et d'avoir un chiffre d'affaires qui est multiplié par 100. Mais l'idée, elle reste un peu là et d'avoir une organisation qui soit quand même assez plate. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Laurent, pour tous ces inputs et pour ce point à date sur le projet de transformation dans le groupe Interflora. J'ai l'habitude de finir mes épisodes par 3 questions phares. La première question, c'est quelle est ta meilleure expérience client? Ça m'a vraiment fait rire que tu m'as demandé un peu de préparer ça, parce que je me suis dit, tiens, c'est rigolo, mais en fait, je ressors rien alors que c'est mon métier. Je me suis dit, tiens, je suis très exigeant. On cherche tous le waouh, je suis pas sûr de l'avoir déjà beaucoup eu dans ma vie, mais des choses très simples. C'est ça qui me fait rire, d'ailleurs. Je crois que le dernier truc qui m'a marqué, tu vois, on parle de trucs récents, donc c'est bien qu'il y a rien qui m'a jamais marqué dans ma vie. C'est une commande que j'ai faite dans un petit truc de livraison à domicile, de nourriture. Ils avaient pas un ingrédient. Ils l'ont changé par un truc que j'avais déjà commandé avant, donc ça veut dire qu'ils connaissaient un peu. Ils m'ont rajouté un cookie et le truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils avaient mis un petit post-it manuel. C'est tout bête, mais ça a bien marché pour moi. Donc je trouve que juste un peu d'humanité et en plus, je suis pas sûr que tu fasses beaucoup de podcasts où on n'a pas parlé une seule fois d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est presque drôle, mais ça va nous manquer à un moment ou à un autre, ces émotions simples et humaines. Initiative, en fait, c'est personnalisation, exactement. Prise d'initiative, et en même temps, il faut avoir la bande passante pour le faire. Enfin, il faut même avoir la bande passante intellectuelle pour y penser, tu vois. Tout à fait, pour se dire que c'est bon, je vais remplacer son avocat par, je sais pas, j'en sais rien, puisque c'était du soja, pas grave, c'est la même chose, et en plus c'est un peu plus cher, donc on a perdu. Tu pourrais penser ça, et en fait, ça veut dire que c'est super, l'équipier de ce restaurant-là, et il a pensé à ça, nickel. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment génial. Bon, bah top. Et à l'inverse, du coup, quelle est ta pire expérience client? C'est rigolo parce comme on est marqué, je pense qu'on a une culture française qui fait qu'on est bien marqué par nos expériences mauvaises. Bon, déjà, je le dis avec de l'humilité parce que j'ai pas de doute que ça se trouve, notre marque Interflora a pu être la pire expérience pour quelqu'un. Moi, c'était NJ. J'ai vécu un enfer avec eux. L'enfer. Ça a duré 6 mois, je crois. Ce qui est bien, c'est que j'ai découvert tout le parcours de contact de la médiation nationale, du gaz, etc. C'est super structuré en plus. T'as des délais, t'as de la formalisation à avoir. Et c'était un enfer. J'avais voulu tester, ça c'est vraiment drôle, j'avais voulu tester, ça c'est la relation client qui parle, j'avais voulu tester leur nouveau canal à l'époque, c'était, tu pouvais envoyer ton compteur par MMS, à l'époque où on disait encore MMS, on avait la notion qu'on envoyait un truc, et c'était un enfer, je pense qu'ils avaient mal relevé, vous avez dû se confondre le truc, parce que moi je m'étais dit, tiens c'est bizarre, comment il va faire pour tilter que c'est moi? Ouais, bah ton numéro de téléphone par rapport à ton numéro de contrat. Ouais, mais bon, en vrai on sait tous que ça c'est hyper externalisé comme système, donc je me suis dit, tiens, je serais curieux de voir comment ça fonctionnait. Bon. Ça m'a coûté tout découvert et 8 mois de boulot. Ouais, c'est ça, tu t'es retrouvé avec le compteur du supermarché à côté de chez toi, débité sur ton compte. Bah, en fait, en vrai, ce qui était ubuesque, c'est qu'ils m'ont demandé de régler une mauvaise facture. On parle en plus, c'était il y a plus de 10 ans, donc je gagne moins bien ma vie que maintenant, mais c'était 1 200 €, je crois. Et c'était en mode, il faut régler aujourd'hui, monsieur, sinon on vous coupe le gaz, et je me chauffais au gaz, donc c'était un peu problématique. Faut habiter sur la Côte d'Azur, on n'a pas besoin de chauffage. Exactement. et donc voilà, ça a duré je sais pas combien de temps, je sais pas combien d'interlocuteurs différents. Et un jour, j'ai eu le fameux niveau 3 ou je sais pas quoi, Deji peut-être niveau 5 ou 10, je sais pas comment ils sont structurés. Et là, par contre, lui, il était assez monstrueux. Je crois qu'il m'a fait une des plus belles reformulations de mon cas qui durait depuis 6 mois en 15 minutes. Et j'ai eu un geste co hallucinant. Bien évidemment, ils m'ont remboursé, mais j'ai eu je sais pas combien de mois de gaz offert et 500 € de dédommagement en cash. Bon, bah dis donc, ça vaut le coup de ne pas avoir le bon numéro de compteur, ça se trouve. Bof. non, parce que en taux horaire, ça se trouve t'es en train de donner un tip, parce qu'en plus c'était il y a combien de temps, vu le prix du gaz là maintenant? C'était il y a très longtemps. Eh bah ouais. C'était très longtemps, c'était un appartement que j'ai plus, donc c'était un bon moment. Donc ouais, c'était de loin, avec une issue heureuse. Bon, tant mieux. Mais une charge mentale pendant 6 mois quand même. Ah oui. Avec 1 200 € de découvert. Bah oui, quand même. Ok, ça marche. Et Laurent, du coup, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast? Qui, en termes de personnalité ou en termes d'entreprise?
Ouais, ça, c'est rigolo. J'ai pas du tout pensé entreprise. J'ai pensé que personnalité. Personne que j'ai découvert il y a quelques années, mais que je connais un peu mieux là maintenant depuis, je pense, 2 ans. Thierry Chamouton, grand monsieur, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai un petit quelque chose, mais... il était, comment ça s'appelle ça? Il était patron de l'Institut National de la Relation Client, l'INRC, je crois. Mais surtout, en vrai, il a été directeur de la relation client de Canal+, à un moment où je trouve qu'ils avaient fait un truc extraordinaire. Je crois que c'était il y a plus de 15 ans, je pense. Et j'ai encore le parcours de contact de l'époque, qui était juste magique. C'est-à-dire, tu mettais ta typologie de contact, on conseillait un canal, on te proposait les autres. Ensuite, quand tu cliquais sur ton canal, on te mettait la joignabilité moyenne constatée par rapport avec tous les jours de la semaine indiqués. Donc je trouve que c'était magnifique. Et ensuite, t'avais une orientation FAQ qui était assez simple. Et je pense que arriver à faire ça il y a 15 ans, c'était monstrueux. Et en termes de valeur, je partage totalement ce qu'il pense. Il parle beaucoup d'humain, de toujours préférer l'humain. Et bref, une très belle personne. Ok. Thierry Chamouton, du coup, je l'ai, président de TCH Advisory. Et effectivement, je suis l'enfant de 2 familles professionnelles, la relation client et les ressources humaines. Donc, ce qui rejoint parfaitement ce que tu étais en train de dire. Ouais, et puis, il a été DRH de la Poste, donc. Oh, punaise, pardon. Donc, exactement. Il a mené des projets de transformation sur 150 000 facteurs, donc c'est pas tout à fait la même chose selon on se parle. Donc, passionnant. Et extrêmement passionné. Voilà. Après, une personne que j'ai découvert il y a très peu de temps, je pense que, je suis pas sûr qu'il se sera interviewé, mais que j'adore, qui est bon, du coup, je dis avec qui je bosse, mais c'est pas grave. Nous, on bosse avec Adem Value et on a un directeur de site, parce qu'on bosse avec à Madagascar, qui s'appelle Gérald Bouillot. J'en ai pas parlé avant, mais qui est un grand personnage de la relation client, en tout cas, ça c'est sûr. Ça me ferait grand plaisir de l'entendre sur un format plus long à parler de relation client. Et la dernière, je m'arrête quand même, Catherine Veillet-Michelet. Mais trop tard. Ah. Tu peux la retrouver, je pense, tu vois, j'ai pas bien fait dans les 15 premiers. Je pense que c'était en dessous des 20. Okay. Elle a vraiment fait partie des premières, Catherine. Et je l'embrasse fort parce que je sais qu'elle écoute toujours les épisodes. Elle a vraiment fait partie des premières à passer sur le podcast et à m'avoir fait confiance au tout début du podcast. Mais ouais, tu pourras la retrouver. C'est grand plaisir. Cherche son numéro d'épisode, du coup, pour nos auditeurs. Touk, c'est l'épisode numéro 15, effectivement. Catherine Veillet-Michelet de chez Bayard, propulser le client de tabou à levier. Et c'est des gens, les 3 que je te cite, j'aime beaucoup l'ancrage dans la réalité. Je pense que c'est un des points qui est hyper important dans notre métier. D'humilité par rapport à ce qu'on fait. On fait de la relation client, quoi. On est rarement le cœur de l'entreprise, dans les faits. Ouais, même si on devrait. Ouais, on a un troll. Pour le même. Top. Ouais, pour en parler. Merci beaucoup, Laurent, pour ce temps. On se retrouve dans le prochain épisode Coup de boost sur comment transformer son équipe en expert de la relation client. Merci encore à toi, Laurent, pour ton temps. Et puis, à très vite. Avec grand plaisir. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.